Laurent Fabius est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Ravi d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, bien sûr, faites campagne dans cet entre-deux tours d'une primaire qui pourrait d'ailleurs se révéler périlleuse pour le Parti socialiste en quête de leadership depuis des années. Et oui, si le score était trop serré, je ne sais pas si vous avez un pronostic. Écoutez, moi j'ai un souhait, c'est que Martine Aubry soit désignée et soit présidente de la République. Mais il semble que ce soit probablement très serré. Très serré. De toutes les manières, quel que soit le titulaire de la victoire, il y aura un rassemblement. Et on y verra, et des personnes comme moi y veilleront. Alors, en tous les cas, vous l'avez rappelé, vous êtes soutien de Martine Aubry dans cette compétition, la plus compatible à vos yeux avec les idées, sinon avec la personne, d'Arnaud Montebourg. Vous serez interrogé dans un instant par Christine Pouget de l'agence France Presse, notre partenaire, et puis par Perrine Tarnaud de Public Sénat. Nicolas Sarkozy critique la primaire socialiste, il la juge contraire à l'esprit de la Ve République et qu'il ne peut être l'otage, dit-il, des partis. Est-ce qu'il a raison sur le fond? Non. Et je vais vous donner l'explication, parce que vous êtes certainement haletant. Pourquoi est-ce que M. Sarkozy prend cette position, qui est d'ailleurs contredite par son Premier ministre, M. Fillon, qui a trouvé que les primaires étaient excellentes, par le président de l'Assemblée nationale, qui est du même parti, M. Accoyer. Alors pourquoi M. Sarkozy prend-il cette position? Eh bien, je vais vous faire cette révélation. C'est parce que s'il y avait des primaires au sein de l'UMP, il ne serait pas désigné pour être candidat. Et voilà pourquoi il prend cette position. Bien, mais c'est vrai qu'à priori, on ne peut pas imaginer des primaires dans un parti dont est issu le président sortant. Ça, vous le reconnaissez oui, aussi. Mais ça ne le concerne pas directement. Oui, mais enfin, la réalité, si vous voulez, c'est que, compte tenu de la politique qu'il mène, M. Sarkozy est devenu très impopulaire, et qu'au-delà de cette impopularité, la majorité des Français, y compris à droite, ne souhaitent pas qu'il se représente. Et donc, il essaye de noyer le poisson, si on peut dire. Et puis, la réalité aussi, c'est que les primaires, peut-être on va en parler, ont été jusqu'ici un très grand succès, et que la droite, au lieu de reconnaître ce succès, simplement, en disant bah, c'est une bonne idée, on fera la même chose, essaye de s'accrocher aux branches. On en avait déjà eu, je ne sais pas si c'est M. Copé, M. Guéant ou d'autres, ou tous les deux, qui nous avaient expliqué que c'était attentatoire à la démocratie, qu'il allait y avoir des fichages, etc. Évidemment, tout ça n'avait aucun sens. Et l'autre jour, je m'exprimais à la télévision avec M. Copé en face de moi, et je l'ai remercié, parce que je lui ai dit, il s'y attendait pas, qu'il avait contribué à ce succès en critiquant de manière tellement absurde ce système, que finalement les gens avaient été intéressés. Non, c'est un grand succès, c'est une démocratisation de la démocratie, ça va changer beaucoup de choses, et je crois que c'était le moment de le faire. Et il faut reconnaître, vous citiez Arnaud Montebourg était un des promoteurs de cette affaire, et Martine Aubry l'a décidé, l'a organisé, et c'est un succès. Très bien, les mérites leur reviennent à tous les deux, donc Martine Aubry, Arnaud Montebourg. Il sera beaucoup question de ce nouveau couple au cours de cette émission, évidemment, Laurent Fabius. Vous avez cité effectivement cette forme de cacophonie dans la majorité. Vous avez cité Bernard Accoyer, également François Fillon, qui juge effectivement que les primaires sont un processus moderne. Est-ce qu'il y a une nouvelle ligne de fracture dans la majorité ou dans le sarkozysme aujourd'hui? Je ne suis pas le mieux placé pour en juger, mais je crois que, moi j'ai vu ça puisque j'étais à l'Assemblée nationale cet après-midi, on discutait avec des collègues de droite, et beaucoup d'entre eux disent que tôt ou tard, ils seront amenés à y venir. Donc pour vous, en tous les cas sur les primaires, l'analyse de François Fillon est la bonne, c'est la même que la vôtre. Est-ce que le Premier ministre dit vrai quand il dit qu'actuellement, sous le poids des 17% d'Arnaud Montebourg au premier tour, il y a une surenchère à gauche? Il est très aimable de s'intéresser à nous. Ça doit lui faire un dérivatif pour ses propres problèmes. Mais indépendamment... Qui sont ceux de la France. Oui, enfin, il y a ceux de la France qui sont très lourds, on va en parler, et puis il y a ceux de son propre camp. Non, je crois que le problème ne se pose pas en termes de surenchère. Le résultat des primaires, il faut le rappeler. François Hollande est arrivé en tête, moins que ce qu'il espérait, enfin en tête. Martine Aubry a fait un excellent score. Arnaud Montebourg a été une surprise, puisqu'on pensait qu'il serait à jeu avec Ségolène Royal, et puis il a fait nettement plus. Et alors du coup, Arnaud a fait valoir, je crois qu'il doit envoyer une lettre, ses propositions, mais enfin elles sont connues. Et en ce qui concerne Martine Aubry, le fait que les électeurs d'Arnaud Montebourg se retrouvent dans la ligne de Martine Aubry ne pose pas de problème. Elle n'a pas changé de ligne, puisque sur
quelques points auxquels tient Arnaud Montebourg, c'est-à-dire le fait que l'Europe doit être à la fois offensive et défensive, le fait que les banques doivent être beaucoup mieux contrôlées, le fait qu'il faut moderniser notre système institutionnel, le fait qu'il faut lutter contre toutes les formes de corruption, ce sont des thèmes dans lesquels non seulement nous nous reconnaissons, mais que nous avons mis en avant. Donc ça ne pose pas de problème. On va en parler plus longuement dans un instant, mais quand Nicolas Sarkozy, aujourd'hui en déplacement dans la Creuse, tient un véritable discours de candidat et dénonce un déchaînement de démagogie venant de la gauche aujourd'hui, il met notamment en avant le thème de la démondialisation, cher à Arnaud Montebourg, il met en avant les critiques contre la casse des services publics aussi en milieu rural. Et il voit là, globalement, il dénonce un déchaînement de démagogie. Oui, mais ça, je ne pense que ça ne marchera pas, parce que la gauche, telle qu'elle se présente dans cette élection, est et sera sérieuse. Bon, moi je prends mon propre cas, si on voulait me faire passer pour quelqu'un d'incapable de gérer le pays, c'est raté. Donc, il faut trouver un équilibre. Bien sûr, il faut être à la fois très sérieux, notamment sur les finances publiques, les déficits qui sont énormes, et en même temps redonner un dynamisme. Mais l'argument de démagogie, ça ne fonctionnera pas. Non, le problème de M. Sarkozy, c'est que, bon, il est en campagne depuis longtemps d'ailleurs, ça n'étonne personne, mais sa difficulté, c'est quoi, hein? C'est que, comme la situation est mauvaise et qu'il est président de la République, et qu'il y a un rapport entre les deux, même si la crise explique pour une part les choses, ou bien il ne propose rien de nouveau. Et dans ce cas-là, on lui dit, mais monsieur, comme vous avez obtenu de mauvais résultats, ça ne sert à rien que vous représentiez. Ou bien il propose des choses nouvelles, peut-être le fera-t-il, mais à ce moment-là, il dit, mais c'est très bien, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Et il aura beaucoup de mal à sortir de ça. Alors vous dites que le score sera certainement serré dimanche soir. Est-ce que vous craignez de la primaire? Oui, bien sûr, dimanche soir. Oui. Écoutez, je ne sais pas quel il sera, mais... Est-ce qu'on connaîtra le résultat d'ailleurs dès dimanche soir? Parce qu'on voit que c'est très difficile de compter les bulletins. Oui, c'est difficile parce que ce sont les militants socialistes eux-mêmes qui ont organisé tout cela, vous l'avez vu. D'ailleurs, il y avait une atmosphère qui était très particulière dans les bureaux de vote, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer. Il y avait à la fois beaucoup de solennité, hein, c'est un vrai vote, et en même temps une joie, une convivialité. C'est très particulier. Et là, il faut du temps pour faire remonter les bulletins. Il faut en même temps isoler les listes électorales, les faire contrôler par huissier. Enfin, on a pris vraiment beaucoup de précautions. Puis je crois qu'il y a eu une panne de telle ou telle machine. Mais je pense que pour le deuxième tour, nous n'aurons pas ces problèmes. En tout cas, j'espère. En tous les cas, Martine Aubry, très vite, a dit qu'elle avait beaucoup de points de convergence avec Arnaud Montebourg. Mais ce dernier n'a cessé de répéter pendant toute sa campagne que finalement, il y avait une grande proximité entre Martine Aubry et François Hollande. Lui ne fait pas véritablement la différence. C'est ce que j'ai lu, effectivement. Alors, c'est ce que j'ai lu. Et il y en a une pour vous qui ferait plus pencher les électeurs d'Arnaud Montebourg sur votre favorite à vous? Écoutez, moi, je les connais tous, évidemment, très bien, depuis longtemps. Bon, je pense que beaucoup d'électeurs d'Arnaud Montebourg sont prononcés pour lui parce qu'ils avaient le sentiment qu'il avait une ligne, disons, de gauche, pour parler simplement, et de protestation et de changement fort par rapport à l'existant. Bon, c'est la ligne aussi de Martine Aubry. Alors, il peut y avoir des différences sur tel ou tel point. Mais je trouve que ces électeurs-ci, qui sont parfaitement libres, d'ailleurs Arnaud l'a dit, bon, personne n'est propriétaire de ses voix, se retrouveront plus facilement de ce côté-là. Pour vous, ce n'est pas rose bonnet et bonnet rose Aubry Hollande? Écoutez, il y a beaucoup, heureusement, de points communs, puisque... Oui, mais quand même, il y a une ligne plus de gauche. Il y a des différences de, comment dire, de tempérament, d'expérience, de caractère, et... Une gauche molle du côté de François Hollande? Non, je dirais que... Ça, c'est une expression qui est bannie depuis quelques jours. François Hollande, comment dire, il a une position de centriste de gauche. Bon. Et Martine Aubry a une position centrale à gauche. C'est-à-dire qu'elle est, par sa position, capable de rassembler les socialistes, bien sûr, ce qu'elle fait à la tête du Parti socialiste, les non-socialistes, communistes et autres, radicaux, les écologistes, et puis après, il faudra rassembler les Français. Alors, donc c'est cet élément de position centrale qui est important
quand on veut être candidate. Alors, donc, j'écoute vos arguments, Laurent Fabius, donc je vous écoute. Pour vous, il serait invraisemblable qu'Arnaud Montebourg, par exemple, dise « je vote Hollande ». Je n'en sais rien. Non, mais selon votre analyse, ça vous paraît invraisemblable? Écoutez, je ne peux pas me prononcer à la place d'Arnaud Montebourg, qui est un homme de talent et qui fera ce qu'il entendra faire. Bon, simplement, je crois qu'il y a une logique pour ses électeurs. Alors vous dites centre-gauche pour François Hollande, mais je note quand même que Martine Aubry administre la ville de Lille avec des élus du MoDem. C'est tout à fait exact, qui ont pris parti pour son projet. D'accord. Bon. Bien. Tout le monde fait des risettes, évidemment, Arnaud Montebourg, depuis dimanche soir. Franchement, Laurent Fabius, vous refusez de voir cette forme quand même de condescendance qu'il exprime vis-à-vis de son parti, puisqu'il a dit « j'ai sorti le PS du formol ». Oui, le formol, c'est liquide, là. Oui, c'est liquide, bon, oui. Écoutez, c'est là où on met les cadavres. Chacun a ses comparaisons, mais bon, voilà. Bon, vous refusez? Pas de commentaire. Vous préférez ignorer son pouvoir de nuisance aujourd'hui? Non, c'est pas du tout en ces termes. Nous avons de très bonnes relations personnelles. Il y a pas, et pour reprendre votre comparaison, il n'y a pas de cadavre dans le placard. D'accord. Est-ce qu'il apporte des idées nouvelles, vraiment, Arnaud Montebourg? Il a de la fougue, du talent, et il met l'accent sur des choses en les faisant ressortir. Des éléments que nous-mêmes développons, et parfois depuis longtemps, mais plus on a de talent rassemblé, mieux c'est. Je prends un exemple, en faisant référence à ce qui s'est passé il y a quelques années. Vous vous rappelez le traité constitutionnel européen, tout le débat qui avait eu lieu. Bon. Là, ça vous fait un point commun. Vous êtes le seul, d'ailleurs, dans ce cas-là, parmi les autres compétiteurs avaient tous voté oui. Là, vous aviez un point d'accord avec Arnaud Montebourg. Oui, mais Martine Aubry, dont nous parlions, a réuni autour d'elle des gens qui ont voté oui, des gens qui ont voté non. Bon. Et je me rappelle que l'un des thèmes que j'abordais, c'était que, oui, je suis fondamentalement pro-européen, mais l'Europe doit être à la fois offensive et défensive. Et nous proposions déjà à l'époque de modifier le rôle de la Banque Centrale Européenne, de faire en sorte que les Chinois ne puissent pas faire tout ce qu'ils voulaient sans que nous puissions aussi intervenir chez eux. Le fait que j'étais contre les délocalisations, ce sont des thèmes qu'on retrouve et c'est très bien. Alors avant d'accueillir Christine Pouget de l'agence France-Presse, donc on va voir concrètement ce que demande aujourd'hui Arnaud Montebourg aux deux finalistes, les deux impétrants, hein, comme il dit. On voit ça tout de suite avec Margot Aubrio. C'est une lettre qui est désormais au centre de toutes les attentions. Une lettre adressée par Arnaud Montebourg aux deux candidats avec une question qui intégrera le mieux ces 4 conditions. Le protectionnisme européen, la mise sous tutelle des banques, l'avènement d'une 6e République et la lutte contre la corruption. Avec ses 17% de voix, Arnaud Montebourg le sait, il est désormais l'arbitre du second tour des primaires. Martine Aubry ou François Hollande, à la première, il ne pardonne pas l'affaire Guérini. Le second avait rejeté son concept de 6e République. Pour moi, ce sont les deux faces d'une même pièce. Martine Aubry, François Hollande, je l'ai dit dans la campagne, sont les héritiers d'une même tradition politique. Ils ont le même projet. D'ailleurs, Martine Aubry elle-même a déclaré qu'elle n'avait pas de différence de projet avec François Hollande. Elle n'avait que des différences de tempérament. Je ne crois pas qu'on dérange des millions d'électeurs pour des querelles de tempérament. L'équation est délicate, mais Arnaud Montebourg fera son choix. Hier, il avait entretenu le doute. Aujourd'hui, le député de Saône-et-Loire l'a décidé. Je prendrai mes responsabilités. Ça veut rien dire. Ben si, ça veut dire que je suis un dirigeant politique. Je suis capable moi-même de faire des choix. Et donc, je ferai certainement un choix. Sa voix, il la monnaie maintenant au prix fort. Il réclame aux candidats un engagement écrit. Il publiera même leurs réponses. Entre séduction et refus de se laisser manipuler, Martine Aubry et François Hollande, eux, n'accepteront pas toutes ces exigences. Je ne suis pas Arnaud Montebourg, je suis François Hollande, ça ne vous a pas échappé. Sinon, vous auriez été victime d'une illusion. Je ne vais pas reprendre le projet des autres. C'est quand même un comble que celui qui a fait près de 40% finisse par prendre le projet de ceux qui ont fait beaucoup moins. Reste à savoir si Arnaud Montebourg se prononcera à titre personnel ou s'il appellera ses électeurs à le suivre. Réponse dans la semaine après le débat de l'entre-deux-tours des primaires socialistes.
Voilà, et donc Christine Pouget nous a rejoint de l'agence France-Presse. Bonsoir. Christine. Bonsoir Laurent Fabius. Alors on vient de voir Arnaud Montebourg. Vous dites que vous avez de très bonnes relations avec Arnaud Montebourg, qu'il n'y a pas de cadavre dans le placard. Mais enfin, on a un peu l'impression que les deux finalistes sont un peu les otages d'Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, je peux parler pour ce qui concerne la personnalité que je soutiens, qui est Martine Aubry. Non, et les convergences sont faciles et naturelles. Bon, mais on a beaucoup parlé de cela. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça tout tourne autour de lui. Mais Oui, mais comme... on va pas vous l'avez- s'excuser non plus. Non, oui, mais comme L'arbitre. nous l'avons souligné les uns et les autres, bon, Arnaud a fait un très bon score, mais en même temps, il reconnaît lui-même que les électrices et les électeurs feront ce qu'ils souhaitent. De ce point de vue-là, je veux faire un pronostic. Vous me disiez quel est Oui. votre pronostic. Je pense qu'il y aura au deuxième tour pas mal de gens qui n'étaient pas allés voter au premier tour, et réciproquement peut-être des gens qui étaient allés au premier tour et qui n'iront pas au deuxième. Et notamment des personnes qui ne sont pas socialistes, et qui d'habitude ne votent pas socialistes, mais qui votent à gauche. Bon. Parce que ces personnes-là se rendent compte de plus en plus que pour la première fois, elles ont la possibilité, ces personnes, de choisir pour qui elles vont voter au deuxième tour. Bon, d'habitude, bon, admettez, vous êtes écologiste, ou vous êtes front de gauche, ou vous êtes... Bon, en tout cas, vous n'êtes pas socialiste, vous ne votez pas socialiste au premier tour. Mais au deuxième tour, comme le socialiste en tête, vous devez voter pour lui ou pour elle. Bon. Mais vous ne l'avez pas choisi. Cette fois-ci, ces personnes, qui peuvent être des centaines de milliers, vont dire, voilà pour qui, au deuxième tour, je vais voter. Et je pense qu'on ne s'est pas encore rendu compte de cela. Et ça peut faire... Vous lancez une sorte d'appel. Non, mais c'est le sens, parce qu'on est en finale, si vous voulez. Là, la personnalité qui sera désignée sera vraisemblablement opposée à Nicolas Sarkozy et vraisemblablement présidente de la République. Donc on peut choisir qui c'est. Mais vous pensez par exemple que les électeurs de Ségolène Royal pourraient venir au deuxième tour voter malgré tout? Vous pensez qu'ils Oui, vont... bien sûr. C'est pas trop attaché à la personne de Ségolène Royal? Vous Mais pensez il y a que un ça va attachement à être... sa personne, mais il y a aussi un projet politique. De ce point de vue-là, si je peux me permettre, j'ai trouvé que la façon dont Ségolène Royal a été traitée, y compris d'ailleurs par un certain nombre de responsables socialistes, n'était pas correcte. Ségolène Royal a fait une campagne que j'ai trouvée très courageuse et de qualité. Et puis, pour différentes raisons, elle n'a pas obtenu le résultat que d'ailleurs les sondages lui prédisaient. Là, les sondages se sont trompés. Hein. Oui. Et moi, mon pronostic, c'est que Ségolène Royal rebondira. Et donc, en plus, une femme en difficulté, c'est pas que ce soit de l'élégance, de la courtoisie, ou il faut pas traiter les gens comme ça. Et donc, moi, je trouve que elle rebondira. Où est-ce que vous la voyez demain? Quel rôle peut-elle jouer? Elle jouera un rôle dans la République, assurément. Vous l'avez appelé? Vous lui avez manifesté un soutien? Oui, je lui ai dit un certain nombre de choses, d'une manière directe ou indirecte, et je vous dis ce que je pense. Alors, il y a un sondage qui vient de tomber, Opinionway, et qui donne 54% pour Hollande et 46% pour Aubry chez les sympathisants de gauche. Est-ce que ça vous inquiète? Ou est-ce que vous Et êtes... le précédent donnait combien? Il était un peu moins favorable un peu moins pour favorable. François Hollande. Oui, il donnait 4 points de plus dans un cas et 4 points de moins dans l'autre. Oui. Je ne sais pas quels seront les résultats. Il faut être très prudent parce que personne ne les connaît. Oui, Martine Aubry refait un peu son retard. Oui, oui, nettement. Je pense que, et ce n'est pas de l'intoxication ce que je vous dis, parce que j'essaye d'avoir un sentiment, une intuition, Martine Aubry est, comme on dit dans d'autres cercles, sur la montante. Vous voulez dire qu'elle est combative, qu'elle est Oui, et qu'elle puis trouve les mots qu'il faut. elle habite la fonction, elle habite le rôle, sans être arrogante, parce que sans être présomptueuse. Vous Personne ne trouvez sait. qu'elle ne l'habitait pas avant? Je trouve que plus la campagne se déroule, plus quand on la voit, quand on l'entend, on se dit elle ferait une excellente présidente, madame, de la République. Et vous aussi, Michel Conscience, parce que ça concerne aussi les hommes. Bien sûr, ce sera la présidente de tous les Français, de tous sexes. Quand vous avez analysé les résultats là, de la primaire du premier tour, quelle est la géographie électorale que vous pouvez en tirer? Est-ce que c'est bien vrai que c'est Hollande qui est plutôt l'homme de la ruralité? J'ai pas regardé ça suffisamment précisément, donc je ne voudrais pas vous dire de sottises. Je
peux vous dire deux constats alors évidents que j'ai faits. D'abord, chez moi, en Normandie, évidemment, je connais très bien. On ne peut pas faire un découpage rural-urbain. Si on faisait ce découpage-là, on se tromperait. Bon. En revanche, par exemple, à Paris, c'est vrai que Martine Aubry a fait un excellent score et François Hollande moins bon. Mais à Lyon aussi, par exemple. À Lyon aussi. J'ai, comme vous le savez, une maison dans l'Ariège. Je prenais donc connaissance des résultats dans l'Ariège. François Hollande est arrivé en tête. Mais là où Martine Aubry était soutenue vigoureusement par des élus, elle est arrivée en tête. Donc, vous savez, il y a tellement d'éléments qui peuvent jouer, qui ont pu jouer. Je ne ferai pas de... Je ne suis pas capable de faire une analyse d'ensemble à ce stade. Alors on a l'impression quand même qu'au fil de la semaine, je veux dire, le ton se durcit beaucoup entre les deux finalistes. Oh, ça reste quand même très policé. Écoutez, policé, Hollande qui juge quand même que les critiques de Madame Aubry à son égard sont insidieuses. Ce matin, il a dit ça. Oui. Aubry qui... voilà, exactement, et qui a parlé de Madame... Oui, mais vous savez, d'abord, il faut toujours rester très mesuré. C'est ma nature, mon tempérament. Est-ce que vous lanceriez un appel un peu au calme et il n'y a pas besoin, ce sont des personnes très responsables. Mais je crois que les choses resteront très mesurées. En même temps, il faut débattre. D'ailleurs, c'est toute la difficulté du débat qui a lieu mercredi, c'est qu'il faut à la fois discuter sans se disputer. Donc, c'est très simple, sans se déchirer. Je n'ai pas d'inquiétude. Et je n'ai pas d'inquiétude pour l'issue. Et quelle que soit la personne qui l'emportera, il y aura un rassemblement. Et c'est là où des personnes comme moi pourront jouer un rôle, si c'était nécessaire. Mais je ne le crois pas. C'est-à-dire ? Je pense que ça se passera très bien, spontanément. Mais quel rôle vous pourriez être amené à jouer ? Si jamais il y avait des excès, on pourrait être amené à ce moment-là à rappeler les uns et les autres à la mesure. Mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Vous pensez vraiment, oui. Oui. Et même si le score est serré, vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir quand même une crainte sur le parti, qu'on vive un peu un congrès de Reims bis ? Si le score est très serré ? Non, je ne le crois pas. Vous pensez que le parti ne sera pas divisé en deux ? Non, et de toutes les manières, si vous voulez, si on veut, les socialistes et beaucoup de Français en général ont envie que ça change, donc ils ont envie que la personnalité socialiste gagne, et on sait que l'unité est absolument indispensable. Donc voilà, il faut que les conditions de l'unité soient respectées. Non, je n'ai pas d'inquiétude. Si, par malheur pour vous, François Hollande passait en tête, vous avez eu des mots quand même assez peu amènes pour François Hollande. On se souvient de votre petite phrase à Bordeaux, quand vous avez dit... elle a été rapportée, mais je ne l'ai pas prononcée. C'est pas vraiment ça que vous avez prononcé ? Hollande, président de la République, on rêve ? De ces phrases que ce n'est pas mon style habituel, vous le savez bien. Donc voilà, bon, je connais très bien François Hollande, je connais très bien Martine Aubry, je connais très bien Ségolène Royal depuis des années. Même avec lui, on le sait bien, je veux dire, depuis 2005. Je veux dire, est-ce que ça s'est normalisé, vos rapports avec Hollande ? Écoutez, parce que ça sera difficile après. Non, j'ai mes éléments de jugement, puisque je connais bien les uns et les autres, et j'ai formé mon jugement, et ce jugement m'a conduit à soutenir très fortement Martine Aubry. Alors il y a des divergences de fond aujourd'hui concernant le programme notamment et les propositions mises en avant par François Hollande. Je pense notamment au recrutement à nouveau de 60 000 professeurs dans l'éducation nationale. Il a chiffré cela lors du dernier débat à 2,5 milliards d'euros en expliquant c'est le coût du redoublement. Est-ce que vous avez été satisfait par les explications de François Hollande alors ? Dites-nous franchement. Vous savez, en plus on m'a confié la tâche que je remplirai je rendrai public, pas public, d'ailleurs, que je donnerai à la personnalité qui aura été désignée au début novembre. Je regarde la première année, l'application du projet. Mais cette mesure-là n'est pas dans le projet. Bon. Il y a un aspect financier, mais pas seulement financier. Bon. Là-dessus, Martine Aubry a une bonne formule que je prends volontiers à mon compte. Et après, je vous parlerai finances. Oui. Il ne peut pas y avoir d'embauche sans réforme. Et il ne peut pas y avoir de réforme sans embauche. Bon.
C'est-à-dire qu'il faut prendre l'ensemble du champ. On a besoin de moyens dans l'éducation nationale parce que les coupes sombres ont été tellement fortes qu'il faut bien sûr des moyens. En même temps, ces moyens doivent être assortis d'une discussion avec les organisations syndicales qui le souhaitent, qui le demandent, sur le fond. Alors le fond, c'est la pédagogie, le fond, c'est l'organisation du travail, le fond, c'est le salaire des enseignants, le fond, c'est la présence, enfin, beaucoup de choses. Donc, il y aura certainement des embauches, mais je crois qu'il faut prendre l'ensemble du problème dans sa globalité. Alors maintenant, sur l'aspect proprement financier, moi, vous savez, j'ai été ministre du Budget, puis ministre des Finances, donc je connais un petit peu cela. Quand on doit regarder l'aspect financier, il faut regarder pas simplement le coût à la dernière année, mais le coût additionné. Bon, alors, si on part de l'idée que c'est 12 000 fonctionnaires par an et que ce type de fonctionnaire, une fois chargé, coûte quelque chose comme 50 000 euros par an, vous pouvez faire le calcul. Quand vous additionnez pendant 5 ans, ça vous fait beaucoup de milliards. Plus que les 2,5 milliards annoncés par François vous pouvez Hollande. faire le calcul. Oui. Mais faisons attention. Remarque plus générale, et puis ce sera mon indication. Nous n'aurons pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce que les déficits qu'on nous laisse sont colossaux, la croissance malheureusement risque d'être faible. Le chômage augmente. Donc il faudra avoir des priorités. Bon, parmi ces priorités, il y a évidemment l'éducation, qui est une priorité très très forte. Mais il faudra donc toujours avoir à l'esprit qu'il y a des embauches à faire, je le répète, mais qu'il y a des changements qualitatifs à opérer et qu'il faudra associer les partenaires sociaux. Voilà. Donc ça, c'est vrai pour l'éducation nationale, mais c'est pour vrai tous les aussi services publics. pour la sécurité. C'est vrai dans le domaine de l'emploi, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Pour tous les salariés qui approchent de l'âge de la retraite aussi. Ah, ça c'est un autre sujet encore. Oui. Ça c'est un autre sujet. On est face au déficit là aussi. Oui, bien sûr, il y a des déficits. Là, nous avons pris des engagements et nous les avons chiffrés. Et dans les chiffres que moi-même j'intègre, j'ai intégré l'engagement collectif que nous avons pris en ce qui concerne la retraite, par exemple. Et dans ce que disait Montebourg, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraîtrait négociable ou pas négociable, à savoir la tutelle des banques? Qu'est-ce que serait... Sur les banques, qu'est-ce que vous en pensez, là, je veux sur dire les banques, ce que dit à la fois Arnaud Montebourg et Ségolène Royal, parce que c'est un thème qu'elle a beaucoup abordé, me paraît intéressant. Il y a 4 ou 5 thèmes sur lesquels moi je me retrouve totalement. Premièrement, il me paraît absolument nécessaire qu'il y ait un contrôle plus sérieux des activités bancaires. Et donc, là, ça passe à la fois par une séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, parce que le mélange, finalement, est très critiquable. Et ça passe, dans certains cas, par le fait qu'il doit y avoir des représentants de l'État au conseil d'administration pour empêcher toute une série de dérives. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est que, par exemple, je ne trouve pas normal que les banques puissent avoir des filiales dans les paradis fiscaux. Un troisième point, c'est qu'il faut créer une banque publique d'investissement pour aider les PME. Un quatrième point, c'est qu'il faut changer les relations entre les usagers et consommateurs et les banques, c'est le problème des agios. Et un cinquième point, c'est qu'il faut qu'il y ait une taxe sur les transactions financières. Sur tous ces points, nous sommes en accord à la fois avec Ségolène et avec Arnaud. Voilà. Mais sur la démondialisation... Alors ça, c'est une autre thématique. On peut discuter sur le thème, si vous voulez, sur le terme, excusez-moi, sur le terme. Parce que Martine Aubry avait été très sévère. Non, on peut discuter sur le terme. Mais le fait qu'il faut réguler la mondialisation et que s'agissant de l'Europe, il faut que l'Europe, je le disais tout à l'heure à M. Grossior, soit à la fois offensive, mais aussi défensive. Ouverte, mais pas offerte. Exactement, c'est une très juste formule. Et c'est exactement ça. Et il faut qu'il y ait une vraie régulation de la mondialisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un mot à propos de la banque Dexia. Vous avez mis en doute il y a quelques jours le sauvetage de cet établissement en disant « Ah là là, si l'État s'engage, la France pourrait mettre en péril son triple A ». Ça n'est pas ce qui se passe apparemment pour l'instant, Laurent Fabius, et le gouvernement veut aller vite dans le sauvetage
sauvetage de cette banque des collectivités locales en France particulièrement. Donc ça passe par son démantèlement. Et François Fillon met en cause la gauche qui a aussi pesé dans la gestion de cet établissement. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Il y a plusieurs questions. Est-ce que vous voterez alors? Est-ce que vous voterez ce sauvetage? Écoutez, on va voir exactement quel est le texte. Pour le moment, on n'a pas le texte. Mais c'est vrai qu'à partir d'une banque qui était consacrée aux collectivités locales, petit à petit, tel monsieur Le Troadec saisi par la débauche, cette banque a fait énormément de choses et a été très imprudente. Bon, c'est monsieur Rocard qui l'a introduite sur le marché financier. Oui, mais les imprudences ont été liées aux dirigeants de l'époque, pas Michel Rocard qui était le dirigeant de la banque. Bon. Il y a une responsabilité partagée, droite-gauche. Je crois qu'il y a eu des opérations très imprudentes qui ont été faites. Bon. En 2008, le gouvernement a proposé un projet que nous n'avons pas voté d'ailleurs à l'Assemblée, disant voilà la solution pour solde de tout compte. Moyennant quoi, 3 ans après, ça revient de manière très négative. Bon, il faut bien faire quelque chose évidemment pour ça. Ce que j'ai dit, je le maintiens. Non, je n'ai pas dit du tout qu'il y aurait une conséquence automatique. J'ai dit faisons attention. J'ai dit faisons attention. Parce que il faut bien sûr agir, mais quand on agit en donnant des garanties, au bout du compte, si les garanties jouent, évidemment, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre que ça a un effet sur notre crédit. Et les agences de notation ont dit, je vais dans votre sens, c'est pas tout à fait, il n'y a pas d'effet sur le classement de la France actuellement. Oui. Actuellement. En tous les cas, vous verrez si vous voterez ce plan de sauvetage dans quelques jours à l'Assemblée nationale. Merci. Pas sans condition. Certainement pas sans condition. Mais enfin, vous allez regarder. Donc, merci une fois de plus, Christine. On va voir maintenant avec Tam Tranui le sens de votre engagement aujourd'hui. Laurent Fabius, on va aborder à nouveau certaines motivations sans doute en rapport avec l'un des 2 finalistes. Ah, on va voir ça. C'est que tout cela... Laurent Fabius l'a décidé, la présidentielle, ce n'est plus pour lui. Il faut dire que l'ex-premier ministre a bien trébuché lors de la primaire de 2007. Aujourd'hui, il préfère rester en retrait derrière Martine Aubry, à qui il apporte ses talents oratoires. Laurent Fabius est aussi un pugnace qui, dans les campagnes électorales, il sait trouver les formules et les angles qui font mouche. Mais la majorité n'est pas la seule à faire l'objet des attaques de sa langue acérée. Il arrive aussi que Laurent Fabius s'en prenne à certains camarades du parti, une de ses cibles préférées, François Hollande. Il n'a jamais considéré François Hollande comme quelqu'un qui a des convictions vraiment accrochées. C'est d'ailleurs le sens de toutes les petites phrases. Quand il dit « on n'a jamais vu un éléphant caché derrière une fraise des bois ». Disons que François Hollande est une fraise des bois. François Hollande incarne la gauche caoutchouc. Et à Bordeaux, Laurent Fabius aurait déclaré « François Hollande président, on rêve ». Derrière ces phrases moqueuses, existerait-il une rancune plus tenace pour celui que Laurent Fabius peine à considérer comme son égal ? En 1984, François Hollande n'était que conseiller occulte de l'Élysée, alors que Laurent Fabius était déjà Premier ministre. 20 ans plus tard, en 2005, lors du référendum sur la Constitution européenne, les escarmouches feutrées se sont transformées en guerre ouverte. Aujourd'hui, du côté de Martine Aubry, on relativise ces attaques ad hominem. Et je ne pense pas que Laurent Fabius soit quelqu'un qui regarde la politique par le petit bout de la lorgnette, à savoir les petites phrases sur les uns et les autres. Toujours est-il que Laurent Fabius aurait du mal à jouer son rôle de sage actif auprès de François Hollande si ce dernier l'emportait à la présidentielle. En revanche, tout serait différent si la maire de Lille se retrouvait à l'Élysée. Alors on pourrait imaginer un retour en grâce, comme récemment Alain Juppé. Au fond, l'exemple d'Alain Juppé, c'est un peu une petite lumière pour lui. C'est une puissante lumière qui lui permet de se dire un retour est possible. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous pour ce dernier quart d'heure de l'émission. Laurent Fabius. Vous avez raison de dire qu'il ne faut pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. On a l'impression que Karl Mayes vous avez déjà un petit peu rangé au placard, alors que ce n'est pas vrai. La preuve, la multiplication de toutes vos interventions médiatiques là depuis 2 jours. C'est très aimable ce que dit M. Mayes. Non, simplement, pour à la fois plaisanter et être sérieux. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. J'aurais très bien pu être candidat. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui aujourd'hui soutiennent tel ou tel des finalistes me le demandaient. Bon. Mais ça, c'est pour ma mémoire personnelle. Mais simplement, je l'ai décidé parce que j'estimais ne pas être en situation et je m'en félicite parce que c'est là le petit trait d'humour. Depuis que j'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République, tous les dirigeants socialistes m'adorent. Donc, je suis très, très content de ça. Donc, c'est bon pour l'ego. Mais est-ce que ce renoncement à cette ambition présidentielle vous a été facile ?
c'est le hasard des choses, exercer toutes les fonctions dans la République, sauf être sénateur. Hein. Bon. Et sauf président de la République. Oui, oui, mais ça, pour cette fois-ci, ça me paraît compromis. Alors, il va falloir que je rattrape le temps. C'est une ambition présidentielle qui existe encore chez vous pour la suivante? Non. Clairement, je veux que la gauche gagne. Je pense qu'il faut changer profondément les choses dans ce pays. Et donc, j'aiderai la personne qui gagnera. Et à ce stade, j'ai dit, parce que connaissant les uns et les autres, jugeant la difficulté des situations, le caractère, la force, les convictions, les projets, que mon soutien allait à Martine Aubry. Mais de toutes les manières, je serais quelqu'un de parfaitement loyal. Bon. Les questions européennes et surtout internationales étaient très très peu présentes dans les débats du premier tour de la primaire. C'est quelque chose que vous avez regretté? Oui, d'une certaine façon, mais c'est un peu un grand classique, vous savez, dans les débats. On les met toujours en troisième ou en quatrième partie, et puis alors comme ça déborde... Ou alors dans l'entre-deux tours. Est-ce que demain, ces questions internationales vont être... Elles sont prévues, j'espère qu'elles seront traitées, parce que, d'une façon générale, elles sont déterminantes, et surtout cette fois-ci, puisqu'on est évidemment très largement déterminé par ce qui se passe en Europe, et on a beaucoup de choses à dire sur l'international, sur la question palestinienne, sur l'Afrique noire, sur la question américaine, sur beaucoup de choses. Des questions qui vous passionnent. Que j'aime beaucoup, oui. Et en plus, je suis quelqu'un qui voyage, qui donne des cours dans des universités internationales. Donc, ce sont des questions que je suis. Mais je vous vois venir. Oui, on dit. Bien vu. Je suis venu avec mes gros sabots. Effectivement, on dit que vous aimeriez incarner ces questions internationales dans un futur gouvernement de gauche, donc être ministre des Affaires étrangères. Du tout. Mais on n'en est pas au stade de la demande, mais on en est au stade peut-être de la volonté. On en plaisante souvent avec Alain Juppé, qui est d'ailleurs un très bon ministre, parce que à chaque fois que lui ou moi sommes interrogés, je dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une présidence, enfin un duel entre Juppé, Fabius, etc. Et nous faisons tous les deux la même réponse. Nous estimons l'un l'autre, mais la calvitie n'est pas un élément suffisant de classification politique. Alors au-delà de la calvitie, on a vu dans le petit sujet à l'instant que Karl Meus fait une analogie finalement entre votre parcours et celui d'Alain Juppé. Vous reconnaissez vous aussi des similitudes? Mais Alain Juppé est beaucoup plus âgé que moi. Un an de plus, très exactement. Oui, bah écoutez, c'est vrai qu'on a eu vraiment l'énorme désavantage de faire les mêmes études. Et puis, l'énorme désavantage d'être Premier ministre, assez jeune. Oui, mais enfin c'est quand même un grand honneur, une grande chance, et après nos parcours étaient différents, nos choix sont différents. Mais il n'empêche que c'est quelqu'un que j'estime. Vous avez choisi tous les deux adoubés par de grandes personnalités. Ça, c'est politiques. Très lourd à porter. Le plus brillant d'entre nous, disait Jacques Chirac. Très lourd à porter, parce que, vous savez, j'avais lu une analyse d'un philosophe assez intéressante sur qu'est-ce que c'est qu'un dauphin. Hein, et ce philosophe, qui était en même temps historien, disait le delphinat, puisque c'est le nom, ça ne marche jamais, parce que regarder son dauphin, c'est regarder sa propre mort. Oui. Et c'est pas mal. Hein. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur la résurrection politique et médiatique d'Alain Juppé? Sur la résurrection, je suis laïque, madame. Non, mais sur le parcours actuel d'Alain Juppé. Écoutez, il n'a jamais été aussi heureux. Je ne prononcerai pas, simplement, je trouve, en prenant un peu de distance, que depuis qu'il a pris ses fonctions, la politique étrangère de la France est mieux tenue. Il avait eu sa tentation de Venise à un moment, Alain Juppé, et vous? Oui, mais il y a longtemps, je crois. Et puis il a eu des épreuves, etc. Moi, non. Moi, le jour où je déciderai d'aller à Venise, j'irai. La politique étrangère est mieux tenue. Vous pourriez rendre hommage également à Nicolas Sarkozy. Oui, mais peut-être n'ai-je pas été assez explicite. Un agent de la paix, aujourd'hui, on l'a vu en Libye. Il y a... autant en matière économique et sociale, je suis très critique sur ce qu'a fait ou pas fait M. Sarkozy. En politique étrangère, il faut faire deux colonnes. Bon, il y a du positif et il y a du négatif. Sur le négatif, on sait le discours de Dakar sur l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire, le mauvaise analyse et comportement sur la Tunisie, enfin toute une série de choses, les zigzags sur la Chine. Bon. Côté positif, vous avez le comportement nouveau et positif en Libye. Bon, nouveau, parce qu'on a quand même reçu avant M. Kadhafi, une certaine énergie montrée dans beaucoup de domaines. Simplement, l'histoire, enfin la diplomatie, il faut avoir une vision longue.
Et ce qui me frappe, c'est que M. Sarkozy a souvent une attitude qui sont plutôt des coups. Il fait des coups. Mais en diplomatie, c'est très dangereux parce que vous retrouvez les mêmes partenaires. Et donc, si vous faites un coup une fois, en prenant de biais un partenaire, après, ça, on vous le renvoie négativement. Donc, il manquait peut-être au début, après l'expérience est venue, une espèce de vision historique. Et ça, alors M. Sarkozy a de l'énergie, mais souvent on se dit, mais est-ce que cette énergie est bien employée? Et souvent, on répond non. Aujourd'hui, Laurent Fabius, un accord a été trouvé entre Matignon et les députés de la majorité sur la taxe sur les hauts revenus qui s'appliquera à partir de 250 000 €. Est-ce que la charge de la dette vous semble ainsi plus équitablement répartie? C'est une petite contribution, mais je crois que les chiffres que j'ai vus, c'est qu'on va demander aux Français les plus modestes 1 milliard et quelques au titre de la taxe sur les mutuelles de santé, et on va demander aux Français les plus fortunés 200 millions. Ce sera un peu plus, peut-être 300 ou 400 millions maintenant, oui, avec ce nouveau et seuil. on leur a redonné 1,8 milliard avec les modifications d'impôts sur la fortune. Donc il y a 1,4 milliard de différence au détriment du budget de l'État. Est-ce que vous espérez que le Sénat de gauche serve de vitrine bien au Parti socialiste aujourd'hui, notamment en matière budgétaire, parce que c'est le contexte. Il y aura bien sûr une position importante du Sénat, de la majorité de gauche pour le budget, mais l'un des points sur lesquels je souhaiterais très modestement que le Sénat, et en particulier la majorité du Sénat travaille, c'est la préparation du projet de décentralisation. Parce que ça fait partie de nos propositions, c'est très important. Le Sénat est la chambre des collectivités locales. Je pense que nos amis sénateurs sont magnifiquement placés pour préparer vraiment ce que doit être un nouvel acte de décentralisation. Et moi, j'y serais d'autant plus sensible que, comme je vous le disais, je travaille sur les projets de loi que nous devrons présenter. Il a déjà annoncé sa volonté de participer à ce nouvel acte de la décentralisation. Et moi, je compte beaucoup sur le Sénat pour préparer. Avec une majorité de droite à l'Assemblée nationale, il ne peut pas faire grand-chose, Jean-Pierre Bel, ici au Sénat. Non, mais bien sûr, il ne peut pas faire passer les projets, mais les préparer. Vous savez, c'est très important, quand on arrive dans un nouveau cycle politique, que les projets soient prêts par des gens qui s'y connaissent, ce qui est le cas du Sénat. J'ai une dernière question qui n'a rien à voir avec tout ça, Laurent Fabius. L'Élysée se prépare à un heureux événement. Est-ce qu'il sera strictement privé? Ah, mais ça, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, mais je l'ai déjà laissé entendre l'autre jour à un de nos collègues, c'est que si cet événement a lieu, comme ça semble être le cas, je souhaite à la fois beaucoup de bonheur à la famille et un très long congé de paternité à M. Sarkozy. Il a annoncé qu'il ne souhaitait pas vraiment en prendre de congé de paternité. Oh, ça peut être différé. L'essentiel, c'est qu'il soit long. Merci, Laurent Fabius, d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, c'est la fin de ce Preuve par 3. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.